Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez retrouver sur le www.sportfmtg.com et notamment sur nos réseaux également, TikTok, Facebook, Twitter. Que sais-je encore? Merci de nous faire confiance. Eh bien, l'émission de ce jour va parler du tournoi UFOAB. Vous le savez, le Togo qui se relance après sa victoire sur le Burkina Faso 1-0. Il reste un troisième match à gagner à tout prix pour éviter les calculs. Ce sera donc face à la Côte d'Ivoire. Ça va être ce jeudi. Alors, on va parler également des playoffs. La prochaine journée, la 4e journée, si l'on veut parler, dans les deux groupes et les matchs qui se profilent à l'horizon pour ce week-end. Ça va être très intéressant. C'est très serré dans les deux groupes, vous le savez. On va en parler. Et puis la décision de la commission de discipline de donner raison à l'étoile filante qui prend les 3 points de la victoire sur Gomido, ce qui permet à l'étoile filante de passer devant Aknour. Aknour, qui est un peu la victime collatérale de cette décision, ne veut pas baisser la garde. Aknour promet de réagir et parle d'injustice sportive. On va en parler. Merci de nous faire confiance. La vidéo, c'est l'affaire de Sœur Vonelhomme, la mise en onde de Théo Ajavon, et puis les invités de cette émission, c'est Grégoire Attignon et puis Latif Hirouma. Merci de nous faire confiance, bonne arrivée. Et merci de nous faire confiance, merci de nous recevoir chez vous. C'est bien Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. On va faire le tour de l'actualité, surtout nationale, allons-nous dire. On va saluer nos invités. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Latif Hirouma, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, merci d'être là. Eh bien, le premier sujet, c'est bien le tournoi UFOAB d'un moins de 20 ans. Le Togo y participe. Le Togo a déjà joué, déjà disputé 2 matchs, une défaite, une victoire, une défaite contre le Niger et puis la victoire contre le Burkina Faso. Le Togo, naturellement, qui se relance et qui peut espérer, Latif. Bien sûr, parce que d'abord, c'est un événement, il faut quand même le souligner. Le Togo qui gagne un match au tournoi UFOAB des Nations, il faut quand même le souligner. Peut-être que c'est un bon début pour, en tout cas, la sélection U20 du Togo. Maintenant, c'était bien quand même de réagir après la défaite face au Niger. Le Togo a gagné le Burkina Faso. Le Togo a son destin à main pour aller chercher, en tout cas, une qualification pour la suite de la compétition. Ce sera une qualification directe pour les demi-finales. Il va falloir jouer, négocier, en tout cas, un match contre, j'ai bien envie de dire, le favori du groupe. Ouais, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui d'ailleurs qui a déjà 2 matchs de victoire, mais qui va devoir carburer aussi pour éviter les calculs, parce que tout se joue encore dans cette poule-là, où le Togo pourrait gagner et aussi avoir 6 points, où le Niger pourrait aussi gagner et avoir 6 points. Et donc, tout va se jouer. Le Burkina Faso aussi n'est pas éliminé. Et donc, c'est bien quand même d'avoir la dose de confiance avant d'aller jouer ce jeudi contre la Côte d'Ivoire. Oui, Grégoire Attignon, il fallait nécessairement gagner ce match contre le Burkina et ils l'ont fait. Oui, parce que ils ont perdu donc le premier match. Il va falloir maintenant essayer de réagir. Et c'est ce que Ahmed Tokoro et ses joueurs ont essayé de faire au cours donc de cette rencontre. L'occasion s'est présentée. Ils ont saisi cette occasion-là, marquant très tôt donc dans la partie. Et ils ont su conserver ce but jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce que l'objectif, c'est de gagner ce match et rentrer? Maintenant, il faut poursuivre cette compétition. Il faut chercher la qualification pour les demi-finales, ce que le Togo n'a jamais fait depuis que cette compétition est instaurée, ce tournoi de l'UFOAB. Mais quand on prend un peu les matchs du Togo, ce qui fait mal, c'est qu'on retrouve les mêmes adversaires et qu'on perd devant les mêmes adversaires. Depuis que cette compétition est instaurée, vous allez voir, c'est les mêmes équipes qui se retrouvent. Elles sont 7 équipes, 7 nations dans la
la zone UFOA B. Donc, c'est les mêmes équipes qui se retrouvent, mais vous allez voir, le Togo ne gagne jamais ces équipes-là. Pour une première fois, c'est arrivé face au Burkina Faso, le Togo a gagné. Maintenant, il faut aller chercher la qualification, ce qui ne sera pas facile, d'autant plus que le Niger aussi a 3 points, tout comme le Togo. Et si les deux équipes ne gagnent pas, que le Burkina Faso aussi gagne, vous comprenez donc que le Burkina, Latif l'a dit, mathématiquement n'est pas encore éliminé. Donc il faut que le Togo aille chercher cette qualification-là devant la Côte d'Ivoire et au même moment espérer et que le Niger ne gagne pas devant le Burkina Faso. Latif Yuruma, on l'a dit, l'adversaire le plus coriace de ce groupe du Togo, c'est bien la Côte d'Ivoire qui a déjà 2 matchs, 2 victoires. Il faut aller chercher la victoire, comme on l'a dit, pour éviter les calculs. Grégoire parlait d'une situation où le Togo n'arrive pas à faire la différence face au même adversaire depuis le début de cette compétition. C'est arrivé contre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Comment aborder un tel match quand on sait que sur le papier, beaucoup disent que c'est la Côte d'Ivoire qui est devant? Oui, puisque la Côte d'Ivoire est devant, parce qu'un match nul suffirait pour les éléphantaux pour passer. Ce n'est pas forcément le cas pour le Togo. Le Togo doit chercher à gagner ce match-là. C'est vrai, si le Togo fait un match nul et que le Burkina, en tout cas le Burkina gagne le Niger, le Togo va passer forcément, parce que le Togo totaliserait 4 points, le Burkina serait à 3 points, tout comme le Niger. Et donc, il va falloir faire des calculs. Maintenant, pour éviter ces calculs, il faut que le Togo attaque une équipe ivoirienne qui a plus de possibilités, qui a plus de palettes, qui a plus en tout cas d'arguments. Souvent, c'est les U20 qui jouent. Et quand vous avez un pays qui n'a pas de compétition de jeunes, on n'a pas véritablement d'arguments face aux autres équipes, aux autres nations qui souvent essayent. Quand on prend le Burkina, on prend le Bénin, on prend le Ghana, le Nigeria, souvent ils sont bien dans les catégories. Mais nous, on n'arrive pas véritablement à s'imposer dans les catégories. Et d'ailleurs, depuis un moment, les sélections Fanion aussi n'y arrivent plus. Et donc, moi, je pense qu'on n'a pas tellement peut-être d'arguments à dire que c'est de cette façon qu'il faut jouer. Il faut aborder avec la détermination, éviter de calculer, se dire qu'il faut gagner pour passer, parce que quand on va verser dans les calculs, je pense qu'on risque de se faire surprendre. Et donc, il faut se dire que, parce que, bon, de l'histoire, le Togo n'a pas aussi comme bête noire la Côte d'Ivoire. Le Niger souvent dérange le Togo dans tous les aspects, que ce soit au niveau des locaux, même dans les équipes, avec l'équipe Fanion. Le Niger souvent dérange le Togo. On a du mal à comprendre cela. Maintenant, avec la Côte d'Ivoire, oui, le Togo n'est pas devant la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est des pays qui sont frères, qui se connaissent aussi, et je pense véritablement que le Togo peut se lancer et pourquoi pas arriver quand même à tirer son épingle du jeu. Oui, Grégoire Attignon, dans une telle situation où on sait que la Côte d'Ivoire, oui, on va dire, sauf catastrophe, va pouvoir passer au tour suivant, et qu'on a un tel adversaire en face, dans la situation du Togo, que faut-il rechercher? Aller jouer sa chance jusqu'au bout, ou bien on se dit, bon, au minimum un match nul peut le faire? Pourquoi espérer un match nul dans cette rencontre, d'autant plus que le Burkina Faso, plutôt le Niger a aussi le même nombre de points. Il faut aller chercher la victoire. Oui, on a écouté l'entraîneur sur cette rencontre-là. Il a dit que face à la Côte d'Ivoire, il faut aller chercher la qualification. Et comment est-ce qu'on cherche la qualification? C'est de jouer. Vous n'allez pas rester campé dans votre camp disant que vous cherchez la qualification. Il faut chercher cette qualification-là. Il faut attaquer. Il faut jouer à fond. Il faut jouer. Donc, je crois que c'est ce qu'il fait. Malheureusement, quand nous prenons nos équipes de jeunes, on ne voit pas le Togo dominer, on ne voit pas le Togo faire le jeu en tant que tel face à ces adversaires-là. Le problème est là. Le problème est simple. Parce que de compétition de oui, jeunes. On n'organise pas de compétition des jeunes. Mais à chaque année, on engage ces équipes-là dans des compétitions. Vous n'allez pas voir à la fin ou bien au cours d'une saison, la fédération organise une compétition de jeunes. Mais quand il y a une compétition sur le plan international, on engage toujours les équipes nationales. On ne peut pas s'attendre à de bons résultats parce que là, on se débrouille.
il faut quand même féliciter ces jeunes-là parce que c'est des jeunes qui n'ont pas tellement de compétition. On surfe tout simplement sur les compétitions organisées par des promoteurs ou encore les centres de formation. On surfe sur ces tournois-là, on sélectionne certains et qu'on met en regroupement. Quel regroupement même? Et on essaye donc d'organiser quelque chose et par après, on envoie les enfants, les jeunes là à l'abattoir. Et quand il n'y a pas de résultat, on pense que c'est l'équipe qui n'a pas bien fait alors que déjà même à la base, rien n'a été fait pour permettre à cette équipe-là, quand on prend la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ces équipes-là arrivent à dominer le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ces équipes-là arrivent à dominer dans cette catégorie? Parce que quand vous allez au Nigeria, il y a des compétitions qui sont organisées toujours et à chaque moment. Il y a des compétitions qui sont organisées dans les différents États, dans les différents centres. Et ces centres-là se regroupent et c'est là où on arrive à quand même à avoir une équipe nationale. Mais au Togo, rien n'est fait. Quand on prend l'année 2024, l'année 2025, quelle compétition de jeunes la fédération a organisée? Aucune compétition. Mais on est quand même arrivé, on demande au sélectionneur de sélectionner les jeunes. Et on va sélectionner les jeunes à travers quel tournoi, quelle compétition. Ces tournois organisés par d'autres personnes, ceux-là qui ont la volonté donc d'aider ce football-là des jeunes. Et c'est à travers ces tournois-là qu'on organise, qu'on arrive à sélectionner. Maintenant, on fait face à ces équipes-là qui sont là en place. Quand vous prenez par exemple cette équipe de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La Côte d'Ivoire, ce qui veut dire qu'il y a quand même une équipe qui est là. Et donc, il y a un travail qui se fait. Aujourd'hui, maintenant, pour gagner cette rencontre, sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Si nous, on arrive à gagner, c'est par chance. Oui, c'est par chance. Parce qu'il y a un travail qui se fait de l'autre côté, mais nous, on ne travaille pas. Mais on va simplement, on cherche à mieux se comporter à cette compétition. Et c'est tout. Vous allez voir que depuis que ce tournoi de l'UFOA est instauré, le Togo n'est jamais allé au deuxième tour. Ça se voit. Alors, est-ce que c'est pour participer qu'on fait ici? Bon, en fait, vous savez, quand vous êtes dans un regroupement, c'est une association, l'UFOA, avec tous les pays de la CEDEAO. À un moment donné, ils ont en tout cas décidé de morceler l'organisation en deux zones pour encore faciliter rapidement les compétitions. La zone B avec 7 pays, la zone A avec 8 pays. Et quand vous n'êtes que 7 dans un regroupement où, voilà, le pays le plus lointain du Togo dans ce regroupement, c'est lequel? Parce que vous voyez, la Côte d'Ivoire est là, le Nigeria est là, et puis peut-être les autres sont frontaliers. Ok, le Niger également. Les autres sont frontaliers. Le Togo frontalier avec le Burkina, le Togo frontalier avec le Ghana, le Togo frontalier avec le Bénin. Et quand vous avez 3 pays frontaliers et 3 autres qui font pratiquement la ronde, on ne peut pas se dire que oh, voilà, on joue le foie bien que le Togo ne va pas jouer. Et donc, c'est des amis, c'est des pays amis, des pays frères qui sont ensemble. Voilà, et ce sont des organisations tournantes, hein, quand vous jouez cette année souvent. Mais depuis un moment, oui, on sait que le Togo a du mal véritablement à héberger des compétitions. Là aussi, c'est par manque de volonté, souvent politique, parce que quand il faut faire ces organisations-là, ça va au-delà de la seule responsabilité de la Fédération togolaise de football. Ouais. Et donc, moi, je dis, ce n'est pas participer pour participer. Ils sont ensemble, ils ont décidé de le faire ainsi. Voilà pourquoi ils le font. D'ailleurs, l'État ne finance même pas souvent ces compétitions. Ça aussi, l'État a tout faux. Et ça fait que ajouter à l'insuffisance organisationnelle, à l'insuffisance de management de la fédération, ajouter à tout cela le manque de financement de l'État, ça fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a. Parce que ce qu'on dit au départ, c'est la fédération qui ne fait pas bien les choses. Parce qu'on va nous dire, oui, l'argent ne vient pas. Moi, je dis souvent, quand la FIFA envoie de l'argent, il y a des rubriques qui sont destinées au football de jeunes. Et le football des jeunes se fait comment? C'est une stratégie. Si la fédération même ne peut pas faire ce football des jeunes, que la fédération permette à ses démembrements de faire ce football des jeunes. Que la fédération donne l'argent aux ligues, aux districts surtout. Mais la fédération ne le fait pas.
Allez à la fédération, il y a un petit terrain derrière le nouveau bâtiment. On va vous dire que chaque week-end, on fait des trucs là-bas. TDS ou bien TDS, ça donne des trucs. Tous les jours, tout le monde est là-bas, on joue. Vous ne savez pas véritablement de quoi il s'agit. Moi, je dis, il va plutôt falloir que la fédération laisse ce démembrement organisé. Moi, je travaille avec un district, je sais comment. Quand un district se met pour faire du football féminin, du football des jeunes, comment ça se passe? Il y a le district Lomé Golf, il y a des districts un peu partout, ou soit de façon ferme, confier que la fédération confie ce football des jeunes aux ligues. Et les ligues également vont s'appuyer sur les districts. Et là, on aura véritablement un football et l'État sera obligé à un moment donné de s'aligner. Alors pourquoi la fédération persiste et signe dans sa façon de faire des choses peut-être qu'on peut laisser à d'autres, je ne sais pas, on veut faire ça seul, on veut s'accaparer de tout. Pourquoi ? Oui, mais vous savez que nous sommes dans un football amateur et qui dit football amateur dit manque de structuration. C'est un défaut structurel parce qu'en réalité aujourd'hui on ne devait plus avoir la Fédération togolaise de football organisatrice du championnat. Bien sûr, on devait avoir une ligue. Et on devait avoir une ligue. Même si on n'a pas encore une ligue professionnelle, moi je dis on peut créer une ligue nationale. C'est-à-dire que c'est selon. Maintenant, oui, quand on ne va pas au professionnalisme ou bien au semi-professionnalisme, ça va compliquer les choses. Mais je dis qu'il y a le manque de volonté de l'État, mais la fédération aussi, pour l'instant, veut tout garder. Parce que vous savez, aujourd'hui... Il y a quelque chose à gagner. Bien sûr. L'organisation des championnats, on sait que c'est l'activité phare de la Fédération togolaise de football aujourd'hui. Parce que l'État garde pratiquement ce qu'il faut pour les sélections nationales. C'est les ministères qui font, ou bien c'est le ministère des Sports qui fait le one-man show à ce niveau-là. C'est-à-dire quand l'État débloque l'argent, qu'il soit grand ou petit, le ministère fait ce qu'il veut de cet argent-là destiné aux sélections. Il décide par exemple, le ministère, de donner à la sélection Fagnon. Il décide par exemple de ne pas donner à la sélection locale. Il décide par exemple de donner aux filles seniors. Oui. Il décide de ne pas donner par exemple aux filles juniors. Donc la fédération et le ministère fait ce qu'il veut avec le peu de moyens. On sait que ce n'est pas grand, mais avec le peu de moyens, il fait ce qu'il veut. Et donc la fédération qui n'a pas la main à ce niveau, alors que normalement, s'il y a ce qu'on appelle la confiance entre des institutions, c'est une crise de confiance qui fait que c'est comme cela. S'il y a ce qu'on appelle la confiance, la fédération devrait s'occuper véritablement des sélections et maintenant la ligue professionnelle ou bien la ligue, quel nom on donne, devrait s'occuper de l'organisation des championnats. Oui. Mais puisque la fédération n'a pas la main mise sur les sélections, mais la fédération aujourd'hui n'a que ce championnat-là. Et la fédération aussi ne veut pas le lâcher. Ça fait que dans l'élan vers le professionnalisme, moi je dis, je ne vois pas l'engagement manifeste de la fédération derrière. Oui, la fédération accompagne parce que c'est le ministère ou bien l'État qui a voulu enclencher. On fait semblant, c'est ça? Oui, à un moment donné, oui. À un moment donné, oui. Parce que moi je dis, quand la fédération va lâcher l'organisation du championnat de première division, deuxième division, apparemment, elle n'aura plus rien véritablement dans le cas togolais en réalité. Elle n'aura plus rien. Elle n'a pas la même mise sur les sélections. Elle n'aura plus la même mise sur l'organisation des championnats. Il va rester quoi, par exemple, à la Fédération togolaise de football? Et tout ça la dérange le football des jeunes ici? Oui, tout ça la dérange le football des jeunes. Latif, tout à l'heure, parlait des districts, a parlé des ligues. Et pourtant, c'est la Fédération togolaise de football qui a décidé de la mise en place des districts préfectoraux. Avant, non, ce n'est pas une décision unilatérale. C'est l'État qui a enclenché cela. Voilà. Et la fédération a suivi. À ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en principe, aujourd'hui, on a combien de préfectures? Le nombre de préfectures, ça fait le nombre de districts. 39 en réalité. Aujourd'hui, on a combien de régions? Le nombre de régions, ça donne le nombre de ligues. Mais voilà que ces districts sont mis en place, ces ligues sont mises en place. Demandez à savoir quel soutien la fédération apporte à ces ligues-là. La TIF a parlé de l'organisation des compétitions des jeunes. En principe, si on est sérieux, les compétitions des jeunes
devait être organisé par ces districts-là, par ces ligues. Et ça, c'est étape par étape. Et ça arrive maintenant à l'étape où la fédération doit organiser la phase nationale. En principe, c'est comme ça se passe. C'est un peu comme les championnats scolaires. Il y a la phase préfectorale, la phase régionale et la phase finale. Mais en principe, ça devait être la même chose. Mais ici, voilà que la fédération veut tout faire. Et donc, il n'y a pas... Ce sont les districts eux-mêmes qui se battent, d'ailleurs, pour organiser les quelques compétitions. Et ils n'organisent pas aussi assez de compétitions. Les quelques compétitions, les ligues même, c'est difficilement... Ces ligues-là arrivent à organiser. Mais c'est cette fédération-là qui se bat pour la mise en place de ces ligues. On a vu un tout petit peu ce qui s'est passé dans les élections au niveau des ligues régionales. Juste ça, là, c'est pour les élections au niveau de la fédération. Pas pour l'organisation des compétitions, non, ce n'est pas pour ça. C'est juste pour les élections au niveau de la fédération parce qu'on doit avoir des parrainages. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour mettre ceux qu'ils veulent à la place ou bien à la tête des ligues. Aujourd'hui, maintenant, voilà, il y a des compétitions qui s'organisent. On n'organise pas de compétition des jeunes. Mais chercher à savoir ces joueurs qu'on a amenés à Accra, comment est-ce que Messa Metokodo s'est battu pour avoir ces joueurs-là. C'est vrai qu'on me dira qu'il y a certains qui évoluent dans des championnats de première et deuxième division, mais la majorité viennent des centres de formation. Mais on n'a pas organisé des compétitions pour ces centres. Mais il y a le sélectionneur qui s'est battu pour aller chercher des joueurs. Et au même moment, l'État ne soutient pas ces équipes des jeunes. Au lieu de soutenir cette équipe-là qui se préparait pour cette compétition, on a préféré soutenir l'équipe nationale locale qui n'avait pas de compétition en vue. Voilà un peu. Il y a problème, il y a des choses à corriger pour permettre aux sélections de jeunes Togolaises de pouvoir s'affirmer dans les compétitions régionales ou continentales, on va dire. On va souhaiter tout simplement que Ametokodo Mensah et ses garçons puissent faire le travail face à la Côte d'Ivoire et pour la première fois accèdent au second tour de cette compétition. On revient. Voilà, les playoffs, les matchs d'appui, la phase régulière bis, tout ce que vous voulez. Voilà, on va en parler. Et le week-end à venir, il y a encore des matchs pour le compte de la 4e journée de la compétition. Des matchs intéressants comme chaque fois. À Gaza qui reçoit Maranatha à Lomé. Maranatha 2 points, à Gaza 1 point. Un match plus que capital, Grégoire Ratignon, pour ces deux clubs. Aucun faux pas n'est permis. Hein. Si on a envie d'avoir le ticket pour la D1 la saison prochaine. Les deux clubs le savent. Ils le savent pertinemment, surtout à Gaza qui a perdu son match dimanche dernier face au Dynamique togolais. Et les Verts de Tokoin sont obligés de chercher une qualification afin d'espérer encore dans ce tournoi-là, dans ce championnat. Et maintenant, il faut se donner à fond. Il ne faut plus se louper comme on l'a fait la dernière fois face à Dito de Lomé. On sait que Maranatha a 2 points. Maintenant, si à Gaza gagne, à Gaza aura 4 points. Mais ça ne va pas être facile. D'autant plus que Maranatha aussi ne vient pas à Lomé pour voir les Verts jouer. Maranatha aussi viendra pour chercher une victoire. Une victoire permettra donc aux messagers d'espérer aussi pour la suite de cette compétition, puisque la journée qui suit immédiatement, Maranatha va recevoir le Dynamique togolais. Et donc, je me dis que c'est encore un championnat qui est ouvert et toutes les équipes ont encore leur chance, hein, que ce soit dans la zone sud ou dans la zone nord. C'est vrai que ça fait 3 journées, ça fait 2 matchs pour chaque équipe, mais rien n'est encore joué. Il reste encore 2 matchs pour chaque équipe et tout peut arriver donc dans cette phase-là, que ce soit à Gaza ou encore Maranatha ou encore Dito. Toutes ces équipes-là ont la chance de se retrouver en première division. Maintenant, il revient quand même à chaque équipe de se donner. La chance d'à Gaza, c'est à Gaza même qui doit aller chercher sa chance. Parce que ici, ils ont perdu un match. Ils doivent gagner les 2 autres matchs qui arrivent pour espérer quand même se qualifier pour la première division. Maranatha de Fiokpo, il reste 2 matchs. Ils ont fait 2 matchs nuls. Il faut gagner les 2 matchs pour encore également espérer. Maintenant, voilà un peu la situation au niveau des 2 formations. Dito, pour le moment, se frotte les mains parce que Dito a 4 points et va voir ce qui va se passer lors de la prochaine rencontre. Oui, Latifi Rouma, vous avez suivi le match aller entre ces 2 clubs à Womé où il y avait un partout entre les Messagers et puis les Scorpions Noirs de Tokoin. Le retour est là à Gaza, 1 point, un peu dos au mur on va dire. Maranatha également qui n'a pas eu la totalité de ses points, on va dire 2 points sur 6 possibles. Mais là, il va falloir jouer.
Il va falloir jouer surtout pour Agaza. Lors de la première journée, on a vu Maranatha beaucoup plus impliqué. Maranatha a fait seul la première partie. Agaza a essayé d'équilibrer les choses et a d'ailleurs même rétabli la parité. Il y a eu un partout à l'arrivée. Et on s'est dit, oui, Agaza est monté un petit peu en puissance. Sauf que face à Dito, on n'a pas vu Agaza de la première à la dernière minute. Agaza a été pris à la gorge, n'a pas pu jouer, n'a pas pu répondre, surtout physiquement. Au-delà du défi physique, il y a un côté tactique qui a mis Dito devant, qui a pressé haut. Agaza n'a jamais su trouver la formule. Et donc, si Agaza veut espérer quelque chose dans cette compétition, Agaza doit changer véritablement de façon de faire dans l'implication technique, dans l'implication tactique, parce que voilà, Agbobli dit que physiquement, bon, ils ont rendu les armes, ils ne pourront rien face à Dito, il a dit, mais il faut contourner véritablement l'Everest ou bien l'Himalaya, il faut contourner. Donc, moi, je pense qu'il doit trouver des formules. Mais avant d'aller jouer Dito, il va falloir que Agaza reste en course. Pour rester en course, ce n'est pas un match nul véritablement. Oui, un match nul face à Maranatha dimanche prochain, mathématiquement, n'éliminerait pas Agaza, mais compromettrait pas définitivement, sérieusement, les chances de voir Agaza revenir en première division. Mais si Agaza réussit à battre Maranatha, je pense que Agaza se remet véritablement dans le sens de la marche et pourrait s'offrir une finale lors de la dernière journée face au Dynamique Togolais. Donc, c'est cela. Agaza va jouer 2 matchs définitivement d'affilée à domicile. En réalité, c'est une bonne chose. Quand on perd une première manche, il va falloir peut-être se remettre et Maranatha forcément viendra ici. Parce que même un match nul de Maranatha, Maranatha est toujours en course. Parce qu'un match nul à Maranatha aura 6 points et pourrait aller peut-être chercher, aura 3 points et pourrait aller battre Dito pour avoir, pourquoi pas, peut-être 6 points. Et donc, tout est possible. Personne n'est éliminé, personne n'est qualifié. Mais l'équipe qui est à la traîne pour l'instant, c'est Agaza. Et c'est cette équipe qui a besoin de mieux faire les choses. Oui, Agaza obligé de gagner. Un match nul vraiment compliquerait la suite de la compétition pour le dernier match contre le Dynamique Togolais là-bas à Thiévier. Donc les Scorpions sont comme obligés de s'imposer dans cette rencontre face aux Messagers et les Messagers de Firpo également qui attendent un retour en première division nationale de football, ne veulent rien lâcher. Leur président l'a confirmé. Bientôt le retour. Jésus revient. Maranatha. Alors, dans l'autre groupe, c'est ce match entre l'US Koza et puis Semassi. Un match aussi important. Semassi qui s'est rassuré un tout petit peu après cette victoire face à Kakadel la dernière fois 2-1, va pouvoir peut-être avancer sur ce match contre le club de Kara avec plus de confiance maintenant. Oui, c'est vrai, Semassi a gagné la dernière fois, mais il ne faut pas trop rester. Je vais le répéter dans l'euphorie de cette victoire. Il faut rapidement oublier cette victoire. Et je crois que c'est maintenant même Semassi doit aller chercher une victoire. C'est-à-dire, le match qui vient, il faut que les guerriers arrivent à quand même à sécuriser leur qualification pour la première division. Et ça passe forcément par ce match-là. Ils ont gagné la dernière fois. Kakadel de Doufelgou, c'est une très bonne chose. Je sais que du côté de Sokolé, tout le monde ne rêve que de le retour en première division. Et pour ce retour, ça, je peux dire que la différence doit être faite donc dans ce match qui vient. C'est vrai que ça va être difficile, ça ne va pas être facile. Quand on sait que déjà après 3 matchs face au même adversaire, ils n'ont jamais réussi à gagner. C'est toujours un match nul face donc à US Koza, mais cette fois-ci, la victoire est primordiale. C'est vrai qu'un match nul aussi n'écarterait pas Semassi donc de la course au titre, mais je crois que il va falloir se mettre en sécurité. Une victoire face à US Koza serait quand même bien. Maintenant, ça reste un match de football. US Koza ne sera pas là pour voir Semassi jouer parce que mathématiquement, ce n'est pas encore fini. Également pour le centre de la Koza, le centre de Kara Sud. Et US Koza sait qu'il lui reste encore 2 matchs avec
en tout cas, s'ils arrivent à faire les deux matchs qui arrivent, s'ils arrivent à avoir de bons résultats, ils ont un point. Ils ont un point. Avec 6 points, donc ils peuvent aussi chercher ou surfer donc, à une montée en première division. Mais pour eux, ça va être compliqué, très compliqué dans la mesure où ils affrontent des adversaires qui ont déjà de l'avance sur eux. Maintenant, ça reste quand même, comme je l'ai dit, un match de football, à Semassi de jouer le jeu parce que Semassi a son destin en main. À Semassi de jouer le jeu. C'est le match le plus facile à gagner ou attendre peut-être la qualification face à Kakadel qui vraiment a envie de retourner en D1 avec ces 3 points aussi. C'est un match piège, piège pour Semassi. Maintenant, à Semassi d'aller trouver les moyens de contourner le traquenard. Parce que n'oubliez pas que mathématiquement, si l'US Koza gagne Semassi et va gagner Kakadel, cette équipe sera qualifiée. Voilà, serait peut-être en train de prendre sa qualification directe. Je dis bien serait. C'est vrai, il y a eu une défaite déjà face à comment on l'appelle, Kakadel. Mais mathématiquement, s'ils prennent 3 points chez Semassi, s'ils prennent 3 points chez Kakadel, ils auraient 7 points. Ils auraient 7 points et pourraient directement se qualifier. En confrontation directe, ils passeraient devant Semassi. Donc, moi, je crois que c'est un match piège pour Semassi. Mais au vu des choses, parce que quand vous ressassez un peu le match aller, la pression du public aussi n'a pas trop aidé et les académiciens de Kara Sud ont quand même montré au public ce qu'ils valent. Sinon, Semassi a dominé de la tête aux pieds ce match-là, mais n'a pas su marquer le seul but pour faire la différence. Maintenant, à Kara, ce sera moins de pression pour aller chercher la première victoire face à cette jeune équipe-là, après 4 matchs, parce que Semassi, après 3 matchs, ça fait toujours des matchs nuls. Mais l'équipe qui a quand même les cartes en main, ce sont bien les guerriers de Tchaoudjo. Même un match nul ne compromet pas l'arrivée de Semassi, parce que on va se retrouver avec 5 points. 5 points et Semassi aura une finale à jouer chez lui pour gagner. Mais gagner déjà face à l'US Koza mettrait Semassi dans une position idéale. Parce que si Semassi gagne l'US Koza, Semassi élimine directement l'US Koza. Maintenant, l'US Koza va jouer derrière Kakadel Doufelgo. Et si Kakadel ne gagne pas, ça suppose que Semassi sera directement qualifié avant même de jouer la dernière journée contre Kakadel. Mais si Semassi gagne l'US Koza et que Kakadel gagne l'US Koza, Semassi n'aura besoin que d'un match nul à domicile pour passer. Alors, si Semassi ne gagne pas et que Kakadel gagne, Semassi sera obligé de gagner le dernier match à Sokodé pour gagner. Donc, de toutes les façons, Semassi est l'équipe la plus à même de pouvoir quand même prendre ce seul ticket dans la zone sud et dans la zone nord. Oui. Mais il va falloir d'abord bien négocier ce match-là face à l'US Koza. Il va falloir le faire parce que là, c'est très serré dans les deux zones. Rien n'est sûr. Personne n'est qualifié. Personne n'est éliminé. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors, on va juste marquer une pause et on vous retrouve pour la suite de cette émission. Et on est là avec cette affaire étoile filante Gomido, finalement gagnée par l'étoile filante. La commission de discipline s'est prononcée et donne match gagné au Shooting Star. Voilà, donc qui fait directement redescendre ou bien descendre Aknour dans la zone rouge, dans la zone que personne ne veut intégrer. Donc aujourd'hui, si on reprend le classement, c'est Aknour qui descend en 2e division, qui va accompagner Doumbé. Et le club de Bafilo n'entend pas voir les choses comme ça, ne veut pas se laisser faire. Il y a déjà un communiqué qui est sorti par rapport à cette décision. Le club parle d'injustice sportive et a même un point de presse animé pour vraiment faire comprendre à la presse sa position. Eh bien, pour le moment, c'est l'étoile filante qui fait la fête parce que, oui, la loi lui donne raison. On va voir si Gomido va faire un recours par rapport à cette situation et dire que ce n'est pas encore fini pour cette saison, malheureusement. Eh bien, oui, quand on regarde un peu les choses
aujourd'hui, oui, la réaction de la victime collatérale, on parle de ACNUR, bon, ça peut se comprendre. Bien sûr, bien sûr. Mais ACNUR doit réagir. Et je crois véritablement que ACNUR a tous les droits de pouvoir réclamer justice. Parce que à quel niveau? Mais Franck, quand vous lisez la décision donne raison à l'étoile filante. Qui a raison a fait une évocation et qui a eu raison. D'accord. Mais la décision condamne qui? La décision condamne Gomido et la décision blâme le directeur des compétitions. Mais le directeur des compétitions agissait au nom de qui? Il agissait au nom de la fédération. De la fédération, oui. Autrement dit, la décision blâme la fédération. Et donc, on ne peut pas, pour une faute de la fédération, je m'arrête là. Une faute de Gomido à part. Mais on ne peut pas, pour une faute de la fédération, mais, faire reléguer un club en deuxième division. Mais ils sont dans la compétition. Oui, mais c'est comme la compétition... Une course de 100 mètres, par exemple, quand il y a faux départ, mais on avertit. Quand il y a encore faux départ, vous dégagez. Mais si c'est un officiel de l'organisation qui vient bousculer un athlète, on ne peut pas disqualifier l'athlète. C'est en réalité cela. Si les athlètes font faux départ entre eux, celui qui fait faux départ, il est disqualifié. Mais si c'est le président de la World Athletics qui vient au moment que Bolt ne démarre, vient bousculer Bolt, on ne peut pas disqualifier Bolt. Parce que, oui, donc moi je dis aujourd'hui, l'étoile filante n'a aucun problème. L'étoile filante a fait une évocation. Qui a pris. Mais alors, qui a fauté dans la décision de la commission de discipline? Mais on a épinglé et Gomido et le directeur des compétitions qui agissaient au nom de la Fédération togolaise de football. Que la fédération est fautive. Bien sûr. Et la faute de la fédération ne peut pas envoyer un club innocent en deuxième division. Donc moi je dis à ce niveau, il va falloir revoir les choses. Alors, dans un premier temps, quand on fait la commission de discipline rend une décision, il y a ce qu'on appelle le recours. Aujourd'hui, quand on prend les parties, ACNUR n'est pas directement parti. Je ne suis pas juriste. Je ne sais pas. ACNUR n'est pas directement concerné. Je ne sais pas quelle action ACNUR peut directement faire dans cette. Ils ont une conférence de presse. On va chercher à comprendre. Mais ici, Gomido est parti. C'est-à-dire, est partie prenante. Oui, bien sûr. Alors, Gomido, qu'il fasse recours ou pas, la sanction n'inquiète pas Gomido. Mais ici, moi je dis, on est en droit. Je n'ai pas fait le droit. Quand on parle de pénalité, la pénalité peut s'arrêter juste sur la faute commise. Parce que vous êtes un voleur. Vous avez volé 30 jours sur 30. Mais c'est le 30e jour qu'on vous a volé, qu'on vous a surpris. Mais on peut vous coller la sanction du 30e jour. Ou bien on peut vous coller une sanction parce que c'est avéré que vous avez volé le 1er janvier, vous avez volé le 2 janvier, vous avez volé le 3 janvier. Aujourd'hui, on a parlé de pénalité. La pénalité ne prend que les 3 points à Gomido. Voilà pourquoi je pense que Gomido pourrait, dans la mesure du possible, peut-être faire appel. Parce que la sanction, aujourd'hui, la pénalité peut être corsée à tout moment. Parce que si ACNUR commence à faire des actions judiciaires, mais moi j'ai vu ailleurs où on a fait des pénalités au club, 10 points, 15 points, pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. Surtout si les investigations établissent que c'est peut-être à dessein que ça a été fait. Parce que selon nos informations, ce n'est pas seulement Gomido qui serait dans cette situation-là, où des joueurs ont été provisoirement enregistrés et qui devraient compléter les dossiers et qui n'ont jamais complété ces dossiers. Et qu'on nous dise aussi dans nos recoupements qu'à un moment donné, en réalité, ces enregistrements provisoires à une date donnée devenaient automatiques. Alors, si ça devient automatique pour certains clubs et que c'est au niveau de Gomido à la dernière journée que l'information atterrisse à l'étoile filante, qui a raison saute dessus. Je dis que je n'incrimine pas l'étoile filante. Qui a raison saute dessus. Ça suppose que c'est une action délibérée de vouloir filer une information à l'étoile filante pour que l'étoile filante saute pour pouvoir passer devant ACNUR parce que justement, en prenant 3 points
ils peuvent quand même avoir le truc. Donc moi je dis, si on poursuit cette affaire, la pénalité peut ne pas s'arrêter aux 3 points. Ça, je suppose que Gomido même pourrait être inquiété. Ou soit, en réalité, c'est la fédération aujourd'hui qui doit répondre. Et si la fédération doit répondre, c'est à cette fédération véritablement de rétablir les choses. Parce que quoi qu'on dise, la fédération a le moyen de refaire la justice. Parce que moi, je pense en quoi faisant? Mais elle a les moyens. Les tests donnent le pouvoir à la fédération. Les tests donnent le pouvoir à la fédération. De pouvoir, si elle va jouer à 15, si elle va jouer à 16, c'est à la fédération de voir. Mais moi, je dis, la victime collatérale causée par la fédération ne peut pas être une victime collatérale. Mais si c'était causé juste par, comment on dit, Gomido, comme vous le dites, c'est une compétition. Dans le cyclisme, quand comment on dit, les coureurs se bousculent, quand vous tombez, c'est que vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Mais quand c'est le directeur du Tour de France qui vient bousculer un cycliste, mais alors, il faut relancer la course. Oui, dans cette situation, que peut faire maintenant ACNUR par rapport à la décision de la commission de discipline? C'est la loi qui a parlé. On parle de victimes collatérales qui est justement ACNUR, qui parle d'injustice sportive. Là, indirectement, ACNUR s'en prend un tout petit peu à la fédération. C'est ce qu'on peut comprendre? Oui, parce que c'est la fédération qui a organisé la compétition. C'est la fédération qui établit les licences. C'est la fédération qui donne le quitus à ces licences-là. Si une licence doit être validée, c'est la fédération qui valide. Comment se fait-il que la fédération avait entre-temps validé ces licences-là, alors qu'on sait que les documents fournis au préalable n'ont pas été fournis? Tous les documents n'ont pas été fournis. Il faut tous les documents pour qu'on établisse les licences à ces joueurs-là. On parle des joueurs étrangers. On sait que si un joueur étranger doit jouer dans notre championnat, il faut tout d'abord la lettre de libération, il faut le document, tel document, mais il faut forcément le CIT. Voilà que ces 2 joueurs n'ont pas amené leur CIT. Mais comment se fait-il qu'on arrive à délivrer des licences à ces joueurs-là? Et ils ont joué cette compétition. Aujourd'hui, c'est l'étoile filante qui a su que ces joueurs-là n'ont pas amené leur CIT. Et il a attaqué. L'étoile a eu gain de cause. Les autres n'ont pas. Les a dit que les autres matchs joués, aucun club n'a attaqué ces joueurs-là. C'est l'étoile filante qui vient attaquer. C'est là où c'est bizarre aussi. C'est là où c'est bizarre. C'est au niveau de la fédération. Si c'est au niveau de la fédération que les informations étaient fournies à l'étoile filante, je ne sais pas. L'étoile n'a pas fauté parce que l'étoile savait qu'elle était en danger. Il faut quand même chercher à se sortir de ce danger-là. Et c'est ce que l'étoile filante a fait. Maintenant que la décision rendue par la commission de discipline pénalise un autre club qui directement n'était pas impliqué dans cette situation, dans ce litige-là, la faute revient à qui? C'est à la fédération. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ACNUR aujourd'hui? Il revient à la fédération de décider. On va voir si c'est possible de jouer à plus de 14 clubs. Le secrétaire général a répondu. Latif Yorouma lui a posé la question. À un moment donné, on vous dit enregistrer les joueurs. Et ça permet maintenant aux administrateurs de vérifier pièce par pièce si réellement tout a été fourni dans les normes, etc. Parce que quand on vous dit, les gens viennent ici dire non, que moi j'aime le CIT pour moi le joueur. Il ne s'agit pas de l'avoir en main en réalité. Il s'agit de le mettre dans le système. Si jamais il y a blocage par rapport au litige, seriez-vous amené à prendre certaines mesures? Il ne va pas avoir de blocage. Il y a les commissions qui ont en charge le dossier, qui ont travaillé. Et le mécanisme, c'est quoi? Soit vous êtes d'accord avec la décision, auquel cas vous n'êtes pas d'accord, vous faites un recours. Et la commission de recours se prononce là-dessus. Si vous n'êtes pas toujours d'accord, vous avez le tribunal arbitral. C'est ce que prévoient nos tests. Donc, on va les respecter. Mais ce n'est pas parce que vous irez au tribunal arbitral qu'on ne va pas faire notre classement. Donc, on ne jouera pas à 16, par exemple? Non. On ne jouera pas à 16, on jouera toujours à 14. Il n'y aura pas de... Non. Je pense que cette histoire de va-et-vient, maintenant, c'est terminé, quoi. Donc, on fera toujours un championnat à 14. Avec ACNUR ou l'étoile filante? Malheureusement, c'est une décision des organes juridictionnels et donc on est obligé de les exécuter. Mais au niveau de la fédération, on n'aura plus cette tendance-là à dire non, prenons tout le monde, malheureusement. C'est compris à ceux qui pensent que peut-être demain on va changer encore les choses pour aller jouer à 15, à 16, à 18. Non, et c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de la fédération, Hervé Tété Agbodon, qui le dit, pour vous avertir. Donc voilà la situation. Oui.
je dis la décision de jouer à 14 n'est pas prise par un décret. Ah, bien sûr. Non, ce n'est pas un décret. Et je rappelle aussi peut-être à la fédération que quand il s'est agi de jouer à 14, on nous a parlé d'une ligue professionnelle. Justement. Et que jusqu'alors, on ne joue pas la ligue professionnelle. Voilà. Parce que c'est la ligue professionnelle voilà qui pourquoi parlait... il faut encore aller à 14, à 15, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont créé une situation. Je dis que la commission de discipline même a mis en problème la fédération. À travers le directeur. Quand on dit on blâme les choses, ça dit que la commission de discipline reconnaît la responsabilité de la fédération dans cette affaire. Et là, ça gâte les choses. La commission de discipline aurait pu épargner peut-être. Là, on dira, ok, c'est Gomido qui a fauté. Et donc, Aknour jusqu'à citer. Voilà. Aknour deviendrait une victime collatérale. Mais quand on cite, on reconnaît que la direction des compétitions a fauté à un niveau. Mais écoutez, à la fédération de prendre ses responsables. Et je dis que la décision de jouer à 14 n'a pas été prise par le président de la République. Ce n'est pas un décret. Ce n'est même pas... voilà, ce sont eux qui ont décidé, peut-être avec le ministère et autres. Et je dis, c'est parce qu'ils devraient jouer un championnat professionnel à 14. Maintenant, on ne joue même pas le championnat professionnel, ça c'est un. Et de deux, vous créez un problème que vous-même... On commence petit à petit, non? Et puis ici, on ne parlerait même pas de violation. Parce que les tests, quand même, donnent le pouvoir au comité exécutif. Je comprends le secrétaire général. Il ne fait pas partie du comité exécutif. Mais le comité exécutif peut décider de jouer à 15, à 13, à 16, à 18, parce que justement, les textes donnent le pouvoir quand même au comité exécutif de pouvoir fixer. C'est le comité qui fixe le nombre de clubs qui jouent un championnat qu'il organise. En réalité, c'est cela. Ouais. Voilà. Grégoire, je vous voyais ne pas être d'accord avec ce que le secrétaire général a dit. A-t-il tort de dire ça? Il a dit qu'on ne doit pas à chaque fois faire des allers-retours, des va-et-vient. Des allers-retours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est vrai qu'il y a une décision de la commission de discipline qui sanctionne, qui envoie le CDF Aknour. Mais c'est par faute de la fédération. Latif l'a dit. Si quelqu'un qui est à la fédération est blâmé dans cette affaire, ce qui veut dire que c'est la fédération qui est en faute. Et il faut dédommager le CDF Aknour. Et le dédommagement va être quoi? C'est de permettre... C'est d'augmenter le nombre... Plutôt, il faut l'épargner. Voilà. Il faut épargner le CDF Aknour. L'épargner, c'est augmenter le nombre de clubs. Mais attends. Dans ce cas, vous souhaiteriez que ce soit peut-être l'Étoile Filante qui joue en deuxième division. Aussi par faute de la fédération. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est d'épargner le CDF Aknour ou bien d'envoyer aussi injustement l'Étoile Filante en deuxième division. Non, mais la loi a parlé et leur donne raison. Non, mais quelle loi et puis vous voulez qu'on parle de ces commissions-là? Quelle loi? Mais souvent, les commissions, les décisions des commissions sont cassées. Cette même commission aujourd'hui qui a pris la décision, mais elle n'avait pas donné raison à ASK dans l'affaire ASCO. Mais la commission de recours a cassé. Cette commission aussi avait donné raison à Espoir face à l'Étoile Filante. Oui, mais après, là-bas, le recours a confirmé. Non, mais quand vous prenez les décisions antérieures, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Il faut reconnaître que chaque compétition a ses règlements. Et c'est la fédération qui fixe également les modalités. On a vu en France, aujourd'hui, il y a quand même des barrages qui se jouent entre ces clubs-là qui sont en bas du tableau et les équipes qui ont quand même la possibilité de monter en première division. Il y a des barrages qui se jouent. Mais dire que non, que c'est fini, non mais attends, c'est pas... En fait, c'est vrai, c'est lui il a le secrétaire général de la fédération. Mais le dernier mot revient au comité exécutif. Bien sûr. Je dis que le CDF Aknour n'est pas impliqué dans cette affaire-là. Il faut l'épargner. Et donc, il faut dédommager le CDF Aknour, c'est tout. Oui, c'est pourquoi on demande l'épargner, le dédommager, je ne sais pas le thème. Non, mais c'est la fédération de décider. C'est-à-dire que personne ne touche au CDF Aknour. Pour que cette décision... Que personne ne touche au CDF Que cette décision de la commission de discipline ne touche pas
au CDF ACNUR. D'ailleurs, la commission de discipline n'a pas touché le CDF ACNUR. Oui. C'est-à-dire que c'est une déduction par analogie. Quand l'Étoile filante prend 3 points, c'est que automatiquement l'Étoile filante va passer devant et maintenant c'est la fédération qui fera son classement. Voilà. En disant que ACNUR est 13e, Doumbé est 14e. C'est la fédération qui va sortir ce classement. Oui. Mais que cette fédération sorte un communiqué pour informer l'opinion que par rapport à ces insuffisances administratives, elle prend sur elle d'organiser la saison 2025-2026 en première division, le championnat, à 15 ou à 16. Comme cela a été fait au cours de la saison 2017-2018, où un championnat d'apaisement a été joué. Donc, un championnat d'apaisement. Non, je ne parle pas d'apaisement, c'est à la fédération de trouver le mot. Très bien. Merci Grégoire Attignon, merci Latif Yorouma, merci Sir Fonelon pour la vidéo, merci Théo Ajavon. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.